Bonjour, je suis le docteur Christophe Marco et je vais vous parler de la pollution atmosphérique et de ses liens avec les pathologies respiratoires. Cette pollution est une des nombreuses conséquences environnementales de l'activité humaine et elle se caractérise par la présence d'une multitude de composés chimiques en suspension dans l'air ambiant. Évidemment, elle se caractérise aussi par une morbimortalité importante car nous sommes tous concernés par l'air que l'on respire. Il existe des effets sanitaires lors d'une exposition à court et à long terme, avec la notion de pic de pollution et de pollution de fond qui est décrite comme potentiellement plus délétère. Les particules fines dans leur ensemble sont classées cancérigènes pour l'homme par le Centre national de recherche sur le cancer, et il existe évidemment des populations plus à risque, comme par exemple les patients aux deux extrémités de la vie, c'est-à-dire les jeunes enfants et les personnes âgées. En ce qui nous concerne ici, les patients présentant des pathologies respiratoires chroniques comme l'asthme ou la BPCO seront particulièrement à risque de présenter une complication de leur maladie en lien avec la pollution de l'air extérieur. Des études épidémiologiques récentes ont montré en 2018 que la pollution atmosphérique, particulièrement au PM2.5, représentait environ 16% de la totalité des décès dans le monde. L'effet de la pollution atmosphérique sur le système cardiovasculaire a été bien étudié et n'est désormais plus à démontrer. De la même manière, la relation entre la pollution atmosphérique et les pathologies respiratoires est très bien connue. Ce lien était même historiquement un peu mieux connu parce que l'ancienne pollution atmosphérique, qui précédait celle des particules fines, avait une symptomatologie respiratoire bien plus bruyante, car les particules étaient plus lourdes et se déposaient au niveau de l'appareil respiratoire proximal. Maintenant, les polluants comme le dioxyde d'azote et l'ozone ne se dissolvent pas rapidement et peuvent ainsi pénétrer en profondeur dans les voies aériennes et causer une inflammation bronchique diffuse. La pénétration dans l'arbre respiratoire est diamètre dépendant pour les particules fines. Les particules respirables sont constituées par les PM10 qui ont un diamètre de moins de 10 micromètres et qui s'arrêtent jusque dans les alvéoles. Les PM2.5 de diamètre aérique inférieur à 2,5 micromètres peuvent pénétrer également jusque dans l'alvéole et il existe des particules ultra fines qui peuvent, elles, passer la barrière alvéolo-capillaire et atteindre la circulation sanguine avec un effet particulièrement délétère sur le système circulatoire mais également sur le système neurologique. Alors on connaît actuellement un peu plus précisément les mécanismes qui sous-tendent les effets sanitaires de la pollution atmosphérique. Par exemple, pour l'asthme, il existe une modification du mécanisme du stress oxydant et des modifications du remodelage des voies aériennes distales, avec également une augmentation de la réponse inflammatoire. Il pourrait également exister une majoration de la réponse et de la sensibilisation aux pneumallergènes. Les particules sont aussi décrites comme pouvant être un vecteur d'allergènes dans les voies respiratoires distales, et les polluants pourraient aussi éventuellement augmenter la perméabilité épithéliale au niveau bronchique et interagir avec une protéine antigénique, modifier sa conformation et donc son immunogénéicité. Le diesel est ainsi décrit comme adjuvant de la réponse allergénique, dans la mesure où certaines études, même si elles sont relativement anciennes, montrent que le diesel pourrait augmenter la synthèse d'IgE et même modifier le profil des cytokines avec une augmentation des interleukines 4, 5, 10 et 13. En ce qui concerne la mortalité globale, la situation a été bien décrite par une méta-analyse mondiale qui rassemblait plus de 110 études et qui s'intéressait à l'association entre la mortalité, les hospitalisations et le taux de polluants, particulièrement les PM2.5 dans l'air extérieur. Cette étude avait montré qu'une élévation de 10 microgrammes par mètre cube du taux de PM2.5 était liée à une augmentation de la mortalité, toutes causes confondues, d'environ 1,04%. En plus de ça, l'association avec la mortalité respiratoire était également très importante, avec une augmentation du risque de 1,51%. Les groupes à risque étaient ceux décrits précédemment, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes avec une maladie chronique, mais ici aussi les femmes et les sujets inactifs professionnellement. On retrouvait une tendance à un surrisque chez les patients asthmatiques de moins de 14 ans et un surrisque significatif était retrouvé pour la mortalité et les hospitalisations liées à la survenue d'une infection respiratoire basse chez les sujets âgés ainsi que les patients BPCO de plus de 65 ans. En toute logique, cette étude avait également retrouvé une augmentation de la mortalité cardiovasculaire. Nous pouvons voir toutes ces associations décrites de manière très claire sur les deux graphiques publiés par Atkinson en 2014. L'exposition à la pollution est devenue un véritable facteur de risque d'événements cardio-respiratoires. On peut penser que la réduction de cette exposition, via l'éloignement des axes routiers, permettrait de contrôler ce risque.
Alors certaines études soulignent bien l'effet néfaste de la pollution du trafic routier sur la santé respiratoire. Par exemple, dans les Alpes suisses, chez plus de 1800 adultes entre 15 et 70 ans vivant près d'une autoroute, une belle étude médiée par des questionnaires sur la santé respiratoire a souligné une association positive entre le fait de vivre près d'une autoroute et la survenue d'une dyspnée sifflante en dehors d'un épisode infectieux. Les relations étaient vraiment significatives. Une association positive a aussi été retrouvée entre la proximité de cette même autoroute et la présence d'une toux chronique, avec un ratio à 2,88. Ce qui est intéressant, c'est que cet endroit est qualifié de non urbain, et donc, en l'absence d'autres sources de pollution industrielle, la pollution ici était attribuée en grande partie au trafic routier, et on voit clairement que cela entraîne un impact respiratoire majeur. Si on s'intéresse à quantifier l'exposition de manière dichotomique entre forte exposition à moins de 200 mètres de l'axe routier et faible exposition à plus de 200 mètres de cet axe, il a été remarqué que le groupe de forte exposition, qui habite donc près de la route, rapportait plus de sifflements, plus de toux chroniques, plus d'asthénie et plus de rhinite que l'autre groupe. Cette étude montre aussi de très belles courbes représentant la relation entre la proximité de l'habitat avec l'autoroute et la prévalence ajustée de sibilants et de toux chroniques. On remarque clairement que plus on s'éloigne de l'axe routier, plus la prévalence des symptômes a tendance à diminuer chez les adultes. Il y a peut-être même un discret point d'inflexion de la courbe autour de 200-250 mètres. Alors les Anglais ont retrouvé à peu près les mêmes types de résultats dans une étude randomisée en crossover qui avait inclus 60 patients volontaires asthmatiques, légers à modérés, caractérisés par une stabilité de leur asthme depuis 4 semaines. Ces patients devaient faire 2 heures de marche en dehors de la saison pollinique pour éliminer un éventuel facteur confondant. Et il y avait un premier groupe qui marchait sur Oxford Street à Londres, une rue très passante qui était principalement utilisée par les taxis et les bus diesel de la ville. L'autre groupe, contrôle, lui, marchait à Hyde Park qui était évidemment beaucoup moins pollué. La distance de marche était de 6 km, les patients faisaient des pauses toutes les 15 minutes et les investigateurs ont surveillé la fonction respiratoire de ces patients. Et on a vu que les patients asthmatiques qui marchaient dans la pollution à Oxford Street avaient une diminution significative de leur VEMS jusqu'à 6,1% et également une diminution de leur capacité vitale. Les effets étaient plus importants dans le sous-groupe d'asthmatiques modérés, ce qui peut nous laisser suggérer une sensibilité accrue de la pollution chez des patients qui présentent une pathologie respiratoire plus sévère. On voit aussi de manière intéressante que les modifications fonctionnelles respiratoires s'accompagnent de modifications biochimiques avec une augmentation des biomarqueurs de l'inflammation, des marqueurs neutrophiliques comme la myéloperoxydase dans les expectorations, et ce type de données peut être très important à l'heure où on parle beaucoup de phénotypage inflammatoire dans l'asthme. Donc on voit bien ici qu'après 2 heures d'exposition à un air supposé pollué en raison du trafic routier important, il peut y avoir des effets respiratoires immédiats assez nets. Et ça nous laisse imaginer les conséquences d'un cumul d'exposition chez nos patients asthmatiques qui vivent quotidiennement en ville. Alors en 2017, cette étude anglaise a été doublée par une autre étude randomisée en crossover qui a recruté cette fois des patients plus vieux, âgés de plus de 60 ans, avec soit une cardiopathie ischémique, soit une BPCO. Les deux devaient être stabilisés sur le plan cardio-respiratoire depuis 6 mois. Cette population a été appareillée en fonction de l'âge avec des volontaires sains, et comme dans l'étude précédente, ils ont dû marcher pendant 2 heures le long de Oxford Street ou dans Hyde Park. Et cette fois, la marche était accompagnée d'une mesure de la pollution de l'air avec donc les concentrations de particules fines et de dioxyde d'azote. Et sans surprise, près de l'axe routier, les patients avec une BPCO présentaient une tendance à avoir plus de toux et également plus de difficultés respiratoires et statistiquement plus d'expectoration, un ratio à 3,13, intervalle de confiance 1,39, 7,13 et plus de sifflements thoraciques, un ratio à 4, statistiquement significatif. Donc on voit bien que même le fait de marcher simplement 2 heures en ville peut avoir des effets respiratoires très parlants chez nos patients présentant des BPCO ou de l'asthme. Voilà, et en s'intéressant aux mesures de la pollution, il avait été évidemment retrouvé qu'il y avait beaucoup plus de pollution autour de Oxford Street que dans Hyde Park, vis-à-vis du dioxyde d'azote et des particules fines, PM2.5 et PM10. Sur le graphique s'intéressant aux symptômes en fonction des différentes catégories de patients inclus dans cette étude et en fonction de leur pathologie, BPCO et cardiopathie ischémique, on voit que la totalité des symptômes est significativement plus élevée chez les patients BPCO exposés à l'air pollué. Plus de sifflements, plus de dyspnée, et on voit aussi que le patient avec une cardiopathie ischémique présente significativement plus de toux. On remarque aussi, étonnamment, que la fonction respiratoire des sujets sains marchant dans le parc avait tendance à légèrement augmenter. Cet effet n'était pas retrouvé chez les sujets sains exposés à la pollution,
et ce phénomène était aussi dans une moindre mesure retrouvé chez les patients BPCO. Enfin, la résistance des voies respiratoires aériennes avait également tendance à augmenter lorsque les patients étaient exposés à la pollution. Et au final, cette étude montre bien le lien entre les concentrations de polluants dans l'air extérieur et les symptômes présentés par les BPCO. Et donc on peut penser que pour les sujets âgés, l'exposition à un environnement pollué implique une altération significative de leur état respiratoire et donc une altération de leur qualité de vie. En reproduisant les conditions de vie quotidiennes d'un patient BPCO en milieu urbain, on peut arriver à imaginer quel est l'impact de la pollution au quotidien sur sa maladie et sur sa prise en charge. Donc pour parler rapidement des femmes enceintes, des données publiées en 2011 retrouvaient un lien entre l'inhalation des particules de polluants dans l'air extérieur par la mer, la fumée du tabac et certains facteurs environnementaux avec l'épigénome et donc la génétique de l'enfant. Ces modifications sont décrites comme pouvant aboutir à la genèse d'un asthme chez un enfant issu d'une mère exposée à la pollution pendant la grossesse. Des mécanismes identiques ont été décrits dans l'air intérieur chez des femmes exposées aux composés organiques volatiles qui présentaient un risque statistiquement plus important d'avoir un enfant asthmatique non allergique. Maintenant, la pollution dans les écoles. Alors la pollution dans les écoles, c'est un sujet important parce qu'elle atteint des sujets particulièrement sensibles, des enfants et en grand nombre. On sait, grâce à l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, que la pollution à l'intérieur des écoles est particulièrement importante et se retrouve dans la plupart des écoles. Les enfants sont particulièrement exposés aux composés organiques volatiles. Pour l'air extérieur, il y a une étude dans les écoles aux États-Unis, parue en 2001, qui mesure déjà les concentrations de polluants, toujours PM10, PM2,5, le black carbone et les NOx, les oxydes d'azote. Chez ces enfants, on voyait qu'il y avait une association significative entre les symptômes respiratoires et l'exposition à la pollution du trafic routier. On peut d'ailleurs le voir sur le graphique, en abscisse avec le black carbone qui est le composé de combustion qui se situe au centre des particules diesel et qui peut également être émis par le chauffage au bois. En ordonnée, il y a la prévalence des maladies respiratoires avec donc le nombre de nouveaux cas d'asthme et de bronchiolite chez les enfants qui fréquentent ces écoles. On voit bien que la prévalence des maladies respiratoires chez ces enfants s'élève de manière proportionnelle avec la concentration de polluants liés au trafic routier. Ces données sont très importantes pour aider les décideurs et les politiques publiques à bien étudier la localisation ou la construction des futures écoles. Dans une logique sanitaire et d'urbanisme, il faudrait éloigner les écoles des grands axes routiers parce que les effets respiratoires sont maintenant bien démontrés. Pour continuer avec les enfants, une étude prospective a inclus plus de 3800 enfants qui ont été suivis pendant 8 ans, non pas à l'école, mais sur leur lieu de résidence. La pollution de l'air avait été mesurée de manière répétée pendant ces 8 ans et la survenue de maladies respiratoires avait été surveillée dans cette cohorte. Là encore, comme on s'y attendait, plus la pollution atmosphérique était élevée, plus il y avait de risques pour l'enfant de développer un asthme. Cette relation était surtout observée lors de l'exposition aux particules fines de type 2.5. Le résultat avec d'autres polluants, comme le dioxyde d'azote, était également significatif. Les résultats avec un autre polluant, comme le dioxyde d'azote, étaient également similaires et il augmentait la survenue des asthmes chez ces enfants. La relation maladie respiratoire et exposition aux polluants issus du trafic routier semble maintenant vraiment bien démontrée. D'autres études avaient même retrouvé que l'élévation des polluants liés au trafic routier en ville augmentait le nombre de consultations aux urgences pour de l'asthme pédiatrique. Enfin, pour terminer et pour s'éloigner de l'asthme et de la BPCO, on peut citer certaines études récentes qui retrouvaient par exemple une association importante entre la pollution de l'air extérieur et l'incidence de la fibrose pulmonaire idiopathique en Italie du Nord. Il y a également un lien décrit entre la pollution atmosphérique et l'évolution de cette pathologie très sévère qui est la fibrose pulmonaire idiopathique avec un taux d'exacerbation et un taux de mortalité supérieur en milieu pollué. La mortalité était ici associée de manière significative à l'exposition aux particules fines, avec un risque relatif d'à peu près 2 pour une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de PM10 et un risque relatif d'à peu près 8 pour chaque tranche de majoration de 10 microgrammes par mètre cube de PM2.5. Alors pour conclure, on voit vraiment que la pollution atmosphérique, et particulièrement la pollution issue du trafic routier, est ici un facteur majeur de morbimortalité chez des patients qui présentent des pathologies respiratoires chroniques, ici surtout l'asthme et la BPCO. Mais on voit également qu'on peut mettre en relation l'élévation des concentrations de certains polluants atmosphériques avec, par exemple, la survenue d'un asthme chez l'enfant ou alors la survenue de symptômes respiratoires chez des patients déjà connus comme étant asthmatiques. Au travers de ces études, même si toutes les études de la littérature ne convergent pas systématiquement, on devine bien l'association entre pollution de l'air extérieur et incidence ou prévalence de l'asthme chez l'enfant et chez l'adulte.
La pollution est donc délétère pour les enfants et les sujets fragiles, mais il pourrait exister un surrisque important chez les enfants asthmatiques qui évoluent, comme on l'a vu, dans un environnement intérieur et extérieur pollué. Il est évident que ces études permettent aussi au pouvoir public de disposer de données probantes pour adapter les politiques énergétiques, pour gérer l'aménagement du territoire avec l'adaptation du trafic routier ou diesel en ville, et également pour assurer la construction d'écoles dans des zones plus saines. Voilà, je vous remercie.